une seule question posée aux professionnels de la mode. Qu'est-ce que la mode ? Bienvenue sur le podcast Qu'est-ce que la mode et la série invitée de la semaine. Je suis Elsie Pommier, designer de l'individu. J'accompagne les professionnels sur leur image et les marques pour qu'elles créent des produits à l'écoute de ceux qui s'habillent. Merci à vous, chers auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça m'encourage sincèrement. N'hésitez pas à noter et laisser votre avis d'ailleurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir le visage pragmatique de la mode par un métier ou plutôt des métiers qui participent grandement à la commercialisation des productions des stylistes. Les acheteurs, les chefs de produits. Vous retrouverez donc derrière le micro Constance Gay qui, par cette fonction, en duo constant avec les stylistes, nous partage une vision clairvoyante de la mode. Habillé et habilleur, bonne écoute. Du coup, pour moi, qu'est-ce que la mode ? Je pense qu'au tout début, quand je me suis posé la question, je pensais à la mode, à la haute couture, au défilé, à ce genre de choses. Et donc ça, c'est la mode, c'est de l'art. Tandis que la mode, au global, au final, la mode de tous les jours, c'est plus le secteur dans lequel j'ai évolué, le prêt-à-porter, la façon dont les gens s'habillent tous les jours, leurs habitudes de consommation et ce genre de choses. Donc peut-être qu'il faut que je me présente. Moi, je suis acheteuse chef de produit depuis 9 ans. J'ai travaillé principalement dans du prêt-à-porter plus ou moins moyen de gamme. Et pour moi, la mode, c'est une façon de gagner de l'argent, c'est une industrie, c'est du profit, des marges, ce genre de choses. Ouais. Et comment t'as découvert, enfin, cette approche de la mode, parce que quand on est dans les études, ce que tu as dû faire sûrement, des études de Oui. mode, Non, j'ai on n'a fait pas une ça école de comme. commerce, justement. Ah ouais, ok, d'accord. Je pense que la majorité des personnes qui sont même aujourd'hui dans des maisons de mode ou de prêt-à-porter ou même dans du mass market sont des personnes qui, enfin, en tout cas sur des postes d'acheteurs, sont des gens qui ont fait une école de commerce et pas une école de mode et qui apprennent justement à travailler avec des stylistes qui, eux, ont fait des écoles de mode. Et ça peut être parfois intéressant. C'est des approches tout à fait différentes. Ouais. Et entre la partie créa, ce qui est l'essence même de la mode, la création, le vêtement, le tombé, les matières, et la partie économique, qui est plus ou moins soumis à des délais, à des marges, à des prix. Et on apprend petit à petit à travailler ensemble, je pense, pour la partie style comme pour la partie achat prod. Et voilà, c'est une expérience très intéressante de travailler du coup avec des gens qui vivent la mode et qui l'incarnent plus, parce que pour moi, un styliste incarne la mode, malgré toutes les contraintes imposées par généralement les acheteurs ou les chefs de produits. Et du coup, c'est ce mélange de tout ça qui fait au final la mode de tous les jours et le vêtement. Et comment tu le vis justement au quotidien, c'est une sorte de paradoxe quand même, parce qu'il y en a un qui C'est très rêve et il y en paradoxal. a un qui est en mode super terre à terre et en disant bah attends, il y a des chiffres, il y a un tracking des ventes et tout ça. Bah, c'est assez paradoxal et parfois c'est compliqué aussi pour ma partie en tout cas de parler avec des stylistes. Après, de toute façon, il faut être réaliste dans le sens où dans une marque aujourd'hui de prêt-à-porter et pas une maison de couture, la logique elle est quand même très simple. En fonction de l'ADN de la marque, il y a un positionnement prix qui est établi. Ça devient tout de suite très mathématique et l'acheteur chef de produit se voit poser en gros un cahier des charges styliste qui doit plus ou moins respecter tout en essayant de l'adapter aussi aux envies du style. Le style est lui aussi quand même, le styliste dans une marque de prêt-à-porter est lui aussi obligé de s'adapter à l'ADN de la marque au-delà même des tendances actuelles. Donc c'est un bon mélange de tout ça. Ouais. Ah, c'est top. Et comment alors du coup tu t'as géré pendant ces 9 années et puis pour la suite, comment tu gères du coup la créativité
de tes collaborateurs, parce qu'ils sont au même niveau que toi? Ils sont plus ou Ou moins, généralement, au final, c'est quand même l'acheteur qui va trancher. Mais OK, après, généralement, sur un développement de collection lambda, on fournit un cadre de collection au styliste qui est bien évidemment vu avec eux. ouais. C'est plus sur une structure en termes de, par exemple, il faudra 10 robes sur différentes gammes de prix. Mmh. Après, la création même du vêtement reste quand même, complètement à la main du styliste en fonction de ce qu'il a vu dans les carnets tendances, dans les défilés, dans les shoppings qu'il peut faire ou dans toutes même Ouais. les expos qu'il peut faire pour, heu, pour s'ouvrir l'esprit. Et à ce moment-là, après, on travaille ensemble sur le produit voulu, en choisissant le fournisseur, la bonne matière pour atteindre le bon prix. Parfois, en effet, Mmh. c'est pas toujours évident. Après, en l'occurrence, moi, de mon expérience, on a quand même 6 mois pour arriver à faire une collection correcte, donc on arrive toujours, d'une façon ou d'une autre à trouver une solution. Mais bon, parfois, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et certains stylistes sont parfois très attachés à certains produits qui sont pas forcément très vraiment une valeur, commercialement, qui sont compliqués à vendre. Ah ouais, et comment tu gères du coup cette créativité, ces J'ai eu de la choix? chance de Ouais. travailler avec des stylistes qui, ont quand même bien compris les aspects, commerciaux. Mmh. Donc du coup, généralement, elles ont toujours une petite partie où ils se font plaisir. Dans Mmh. la structure de collection, on peut la décomposer entre les produits basiques, les produits mode et les produits images. Et la partie un petit peu image, voire mode, elles sont quand même un peu plus libres de s'exprimer. Mmh. Et tu fais bien la différence aussi en plus, styliste, tu bosses avec des stylistes et souvent c'est un mot qu'on utilise un peu à tort et à travers, mais le styliste est un métier, industriel. Enfin, tu as pas parlé de créateur, dans ton Non, équipe et non, il n'y a pas de créateur. Oui, c'est un métier. Après, je sais pas, j'imagine que peut-être que dans des maisons de couture ou je sais pas exactement, mais en gros, le prêt-à-porter, le styliste, oui, c'est quelqu'un qui va produire des dessins à une fin commerciale. mmh, ouais. Et généralement, elles ont très, enfin, ils ont un temps très serré, peu importe s'ils ont de l'inspi ou pas. Enfin, il y a des timings et des contraintes de production, de temps, qu'ils doivent respecter. Et je sais que parfois, notamment quand ils se retrouvent à devoir produire, par exemple, 400 modèles en 3 mois, avec les fiches techniques compris, ça peut être très compliqué. Et j'imagine que pour eux, parce que moi, au final, j'ai un boulot qui est très pragmatique, c'est des chiffres, tandis que j'imagine que créer autant de modèles en si peu de temps, en termes ça doit être très compliqué à gérer, en Mmh, termes d'inspiration, de tout, quoi. ouais. Et comment toi, à ton échelle, du coup, tu gères, cette, parce que comme tu disais, c'est très pragmatique, c'est chiffres, et tout ça, limite mathématique, mais en même temps, ce que tu produis, normalement, ça doit, provoquer, bon, l'émerveillement, c'est peut-être un grand mot, mais Oui. parce que c'est plutôt haute couture, mais ça doit attirer, ça doit donner envie. Comment tu gères, ce côté, émotionnel? Comment tu le traduis, en fait? Dans tes chiffres, comment tu le vois, en fait? Généralement, après, sur une collection qui va être segmentée en produits plus ou moins basiques. Après, nous, on suit les chiffres tout le temps, c'est-à-dire que toutes les semaines, on a des reportings de savoir quelles sont les meilleures ventes. Elles Mmh. sont communiquées aussi aux stylistes et après, ils savent pertinemment que parfois, c'est des modèles qui leur plaisent vraiment, mais que c'est pas commercial. Et dans ce cas-là, ces modèles doivent être vraiment incarner l'image un peu forte de la marque. Et Mmh. après, les autres modèles, malheureusement, doivent répondre en effet, si on produit 300 pièces, il faut bien les vendre sur la période de vente. Sinon, après, les résultats sont pas forcément bons et généralement, c'est le travail des stylistes qui est remis en question aussi. Donc, Oui. c'est pas pour les embêter eux, en fait. C'est après, moi, j'ai un avis. Je suis pas très mode. Je suis plutôt la cliente lambda. Donc, si je me dis ça, typiquement, personne le met, c'est qu'il y a un problème. Il faut retravailler sur le modèle. Mmh. Parce qu'on est dans une logique, encore une fois, pas de création, mais de rentabilité. Voilà, il faut que les modèles se vendent, il faut que l'argent rentre. Ouais. Et voilà, c'est l'évocation des marques, à mon avis, mass market, moyenne gamme et même un peu luxe accessible. Ouais.
Et du coup, en fait, toi, ce métier de chef de produit, c'est vraiment cette traduction, en fait, chiffrée de la créativité de la marque, en Oui, fait. plus ou moins, ouais. Oui, Ouais. c'est une bonne formule. Ouais, puis j'essaie de Non, mais reformuler oui, pour me non, dire mais si si. est-ce que j'ai bien compris, en fait. Non, mais si, oui, c'est ça, en fait. Non, non, ouais, Et c'est exactement. super intéressant parce que, et c'est là où on voit que le styliste ne fonctionne pas tout seul, puis le chef de produit pareil. Non plus. Et vraiment, c'est beaucoup de Moi, par communication, du exemple, coup. tous les voyages fournisseurs que j'ai pu faire, que ce soit en Chine, en Inde ou même en Turquie, je suis jamais partie sans un styliste. Je suis incapable toute seule. Alors, je sais que dans certaines marques, notamment, je crois, Zara ou les gros groupes, les chefs de produits vont carrément faire du picking dans les usines. Elles n'ont même plus de stylistes qui les accompagnent. Après, Mm. quand on est quand même dans une marque qui garde un ADN et qui veut garder un ADN, pour moi, c'est impensable de partir faire soit du shopping, soit des développements de produits chez des fournisseurs en Asie ou même en Europe sans styliste. C'est vraiment un travail d'équipe pour le coup. Styliste, chef de produit, c'est impossible à dissocier. C'est un super bon duo, quoi. Mm. Et c'est quoi cet ajout acheteur? Quelle est la facette en plus ou de différence? Alors, généralement, après, ça dépend vraiment des marques et ça dépend vraiment des sociétés. Ouais. Dans la plupart du temps, quand même, c'est le côté. Les acheteurs sont chefs de produit parce qu'on a du coup toute la partie développement produit avec les stylistes jusqu'au moment où là, on passe plus dans les collections, en gros, où les produits sont bons et prêts à être vendus. Et là, après, on va travailler, moi, pour ma partie, plus avec l'équipe commerciale sur les quantités ou les équipes, par exemple, des boutiques en approvisionnement pour savoir combien de chaque modèle va être mis dans les boutiques. Et après, là, le côté négociation des prix avec les fournisseurs et des délais de livraison. Donc là, c'est toute la partie achat qui rentre en considération. Et voilà. Et donc, généralement, bien évidemment, on essaye d'avoir des délais les plus courts possibles et les prix les moins chers possibles pour maximiser la marge. Ouais. Et puis, peu importe. peu importe quoi, tu disais peu importe quoi. Non, peu importe. Après, je trouve que, il y a de plus en plus, il y a un vrai problème de toute façon en termes d'écologie et humain par rapport notamment à toutes ces entreprises de mass market qui ont énormément de boutiques, qui font des prix toujours moins chers. Et au final, même de plus ou moins, même des marques un peu haut de gamme qui, pareil, vendent des prix exorbitants et au final ont des prix d'achat, tirent les prix d'achat toujours vers le bas. Et ça serait bien que, là, depuis quelques années, depuis qu'il y a eu l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, justement, il y a pas mal de marques et de gros groupes qui essayent d'avoir des politiques un peu de compliance sur l'environnement, sur même les façons de gérer le personnel, mais bon, c'est pas encore suffisant, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant du Rana Plaza et puis ce confinement, ce qui a terriblement, mais aussi en même temps bien, positivement marqué la mode, j'aurais bien Bah, aimé je avoir... sais Ouais, pas si c'est vas-y. une bonne idée, moi, justement, le confinement, parce que là, en l'occurrence, la Chine, alors certaines marques, je pense, se sont retrouvées dans des situations terribles, c'est-à-dire que tous ceux qui n'avaient pas livré leur collection d'été, les productions n'étaient pas livrées, en tout cas, notamment si on parle de la France ou même en Europe, avant le confinement. Et ben, je pense que là, c'est très compliqué pour elles d'avoir accès à la marchandise, Ouais. sachant qu'il s'est pas, tous les transports et même tous les taux de fret, puisqu'il y a eu de moins en moins d'avions, donc tous les taux se sont envolés. En fait, tout est devenu très cher, donc ça empire un peu le système. Mais le confinement, je pense qu'au final, l'effet va être plutôt néfaste parce que là, par exemple, les fournisseurs chinois, notamment avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, sont vraiment très pressés parce que pour eux, c'est très compliqué. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Et certains me disaient qu'ils ont vu leur carnet de commandes divisé par 2. Ils sont très inquiets sur les saisons à venir. Donc, ce qui veut dire que si on suit une logique qui n'est pas forcément saine, les gens vont passer moins de... les entreprises ou les sociétés européennes vont passer quand même moins de commandes, mais du coup vont tirer encore plus sur les prix, parce que du coup, de toute façon, on est dans une relation de force qui est un petit peu en train de s'inverser. Parce que moi, par exemple, je suis contactée tous les jours là par des fournisseurs, donc je pense qu'ils cherchent vraiment des commandes. Et encore, la Chine, ça va, mais pour des pays comme le Bangladesh, ça les met dans des situations, par exemple, terribles, où du coup, ça devient un drame vraiment social, parce que
Enfin, moi, j'ai des autres amis qui sont acheteurs et qui travaillent principalement avec le Bangladesh, et même eux essayent d'organiser des cagnottes ou des trucs comme ça pour essayer de soutenir les gens là-bas, quoi. Ouais, parce que j'aime beaucoup ce que tu apportes parce que on s'émerveille de nouveau et je dis pas que c'est mauvais, hein, c'est bien ce qui se passe en Europe et pour les marques, les bureaux d'études et les penseurs, on va dire, toute la partie occidentale qui Oui, repense le calendrier et tout ça. Mais en fait, ça, c'est la face de nouveau visible de la mode. Mais en fait, ces choix-là ont des lourdes conséquences de nouveau dans les pays où nous ne sommes pas, où il n'y a pas la loi française ou même oui, ils n'ont pas européenne. tous les avantages. Exactement, rien que le chômage technique ou le chômage partiel. Enfin, voilà, comment ça se passe et donc, je suis contente que tu aies souligné aussi cet aspect, parce qu'on voit beaucoup de positivisme à ça. Et je dis, et ça, c'est bien, c'est vrai. Mais par contre, c'est que comment Les gérer, en fait, conséquences, voilà. c'est que eux vont se développer moins vite et vont se retrouver. Enfin, après, je pense que les commandes vont, en effet, là, enfin, en tout cas pour eux, ils vont avoir moins de travail. Après, de là à dire que, en effet, et ça, je suis tout à fait pour le fait qu'on ait une mode plus éthique et en France et qu'on revienne à des valeurs comme ça. Après, il ne faut pas oublier que le système, quand même, en France, industriel, par rapport au textile, il a perdu toutes ses ressources. Donc aujourd'hui, même faire une veste en France, c'est pas possible parce que, enfin, voilà, il doit y avoir très peu d'usines parce qu'on n'a plus du tout les outils, les machines pour le faire. Ouais. Donc de là à dire que ça va se basculer complètement, je suis pas sûre. Après, on va revenir certainement, enfin, je parle en tant qu'acheteuse, à un sourcing en effet plus proche, notamment la Turquie, le Portugal, ou sur ce qu'on appelle le proche import, plus que le grand export. Après, il ne faut pas oublier quand même que je pense que, on n'en est pas encore là. Ça va arriver, mais pas Ouais, tout de ouais. suite. Après, le local, c'est une des manières de Oui, répondre, mais en même temps, moi je connais des marques en Inde, en Chine, qui en fait, elles se battent juste pour avoir un prix juste, en fait, et pas se faire écraser par la marque, le donneur d'ordre, en fait. oui, non, mais Euh, c'est sûr. ouais, Après, généralement, ça, j'ai l'impression, après, je sais pas, hein, ouais, que ouais. c'est quand même, on est dans une relation qui est qui est plus égale qu'avant. La Chine, c'est quand même aujourd'hui un pays qui est très développé. Ouais. Moi, et je pense que les prix qu'ils nous donnent, ils ne perdent pas d'argent. Les Chinois, généralement, sont plutôt bons en égo. Ouais. Et moi, le seul problème c'est notamment sur l'environnement, ou le fait que l'industrie textile est quand même une industrie qui pollue énormément. Ouais. Et en plus, en Chine, moi, je me souviens, je crois que c'était en 2016, quand j'y suis allée, les usines avaient arrêté de fonctionner 2 mois avant le G20 pour que quand les gens, tous les dirigeants arrivaient pour le G20, le ciel soit bleu Ah et qu'il n'y ait ouais, plus de ça j'ai pas entendu. pollution. Et du coup, ils mettaient en retard des productions, mais il fallait que le taux de pollution, de particules, soit à un tel niveau. Et voilà. Donc, ils ont quand même des politiques écologiques. Ils ont quand même beaucoup de chemin à faire, je pense. Ouais, non, c'est sûr. Mais du coup, c'est bien que bah là, on a été tous mis à Oui, zéro et au même niveau en fait avec ce confinement. Et du coup, on voit vraiment que les métiers sont divisés. Enfin, les deux grandes phases de la mode sont divisées avec les donneurs d'ordre en Occident et puis la production en Asie ou même plus proche aussi, Maghreb et tout ça. mm. Et comment en fait se retrouver au même niveau en se disant le donneur Le d'ordre, problème, c'est... c'est que le rapport de force, il est quand même plus de notre côté, du côté occident, que Ouais. du côté que du leur, parce que je pense qu'ils ont des énormes capacités de production qui sont pas pleines, qui n'ont fait que sans doute se diviser. Donc du coup, ils vont mettre des prix plus bas et ça sera pas forcément très profitable pour eux. Hmm. Ouais. Et c'est ça qui J'aimerais penser le est... contraire, mais Ouais, c'est ça. C'est ça qui va être complexe et c'est ça qui est le côté aussi terrible. Et du coup, comme tu le disais, socialement complexe, quoi, que on va je pense devoir oui. apprendre à gérer aussi et à rester face à cette réalité. Et toi, tu disais que niveau peut-être, enfin, comment toi, personnellement aussi, t'as envie
vers quoi tu as envie d'aller, ou comment tu vois ton métier évoluer face à ce questionnement éthique. Éthique, c'est un grand mot, mais l'environnement social et tout ça. Ça va un peu de... Si, je pense que tu as raison, ça va un petit peu de pair. Mais après, moi, je suis agréablement surprise. Notamment, nous, on passait des commandes pour un gros groupe et progressivement, je sais pas si tu vois, mais tous les vêtements qui sont en fait sortis d'usine sont mis dans des sacs, dans des polybags en plastique. Ouais. Donc là, déjà, maintenant, les gros groupes commencent à nous demander d'utiliser soit du plastique recyclable, soit des polybags en maïs. Donc, il y a quand même des choses qui bougent pas assez vite. Mais il y a des choses qui bougent. Après, le problème, c'est qu'il y a un problème aussi, notamment en Inde, de corruption. Et quand, par exemple, on demande des rapports de test pour être sûr que les t-shirts, c'est soit bien du coton bio ou qui n'est pas utilisé, des colorants qui soient pas nocifs à la santé ou ce genre de choses, suffit que le contrôleur ait reçu un petit bac-chiche, un petit billet, et le rapport de test, il se transforme aussi. Après, je dis pas que c'est une généralité, mais ça peut arriver. Ouais. Donc, dans certains pays, on n'est jamais sûr. Ouais, c'est vrai. Mais c'est top parce que tu montres bien la complexité qui est cette industrie de la mode et que c'est pas négatif parce qu'elle nous permet de pouvoir proposer un super beau panel de produits en respectant des ADN de marque et tout ça. Et même, elle fait vivre aussi des gens. Exactement, voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais. Je me suis dit, on va terminer par une jolie note quand même, c'est que elle fait vivre pas mal de monde, quoi. Et puis même elle passionne, j'imagine aussi beaucoup de gens, que ça soit même des stylistes, que ça soit des stylistes en France ou des acheteurs ou même des fournisseurs sur place qui ont des showrooms où ils sont les personnes qu'on rencontre généralement même en déplacement, c'est des gens qui sont passionnés par cette industrie. Moi les gens que j'ai vus, c'est des gens qui adorent le produit, qui ont plein de solutions, voilà quoi. Ouais, c'est ça qui est top. C'est plutôt sympa, c'est beaucoup de solutionneurs dans cette industrie. Ça, c'est top. Oui, c'est vrai. Trop bien. On peut terminer là-dessus, hein, si ça te dit. Super. Ouais, très bien. Merci beaucoup du coup. Si vous voulez vous aussi réagir à la question ou à ce que mes invités ont partagé, n'hésitez pas à m'écrire sur contact@qu'estcequelamode.com.